Bonjour Mathieu Masselin. Bonjour. Bonjour Fanny Sockel. Bonjour. Bonjour, vous allez bien tous les deux? Super bien. Sur notre plateau Feu de Camp. Enchanté de faire votre connaissance. On va continuer à parler d'IA. Je vous ai vu écouter avec attention Mathieu tout à l'heure. Ça vous parle? Ouais, parce que moi j'ai adoré le discours de faut arrêter de se flageller. Ça c'est vrai, faut arrêter de se flageller. J'ai adoré le discours de on a des ingénieurs qui sont brillantissimes en maths et en IA. Et moi, je suis ingénieur, je ne suis pas un spécialiste d'IA, mais en face de moi, j'ai quelqu'un qui l'est. Et je pense qu'effectivement, on a des gens qui sont exceptionnellement talentueux dans ces domaines. Et on a plein de choses à faire. Je pense qu'il y a vraiment un sujet d'état d'esprit et d'assumer et d'accepter ce qu'on est, les qualités qu'on a. Et j'adore quand j'entends ça. Ouais. Et même question à réagir à ce qui vient d'être dit tout à l'heure avec André et Philippe. Moi, la résilience, ça m'a beaucoup parlé, mais pour rebondir sur ce qui est dit et pour embrayer un petit peu sur le sujet d'aujourd'hui, c'est vrai que l'intelligence artificielle en France, on est hyper fort. Et on a aussi tout un système médical qui est vraiment à la pointe au niveau d'excellence mondiale. Et c'est pour ça qu'on arrive à être là aujourd'hui, je pense. Donc, Fanny, c'est Prima. Voilà, vous êtes CEO de Prima, et puis Mathieu, CEO de Wondercraft. Alors, on va commencer. To Wonder et Craft, c'est l'art de se promener. Ouais, c'est ça. Wondercraft, il y a une idée que il y a quelque chose qui est très important pour l'être humain, c'est d'explorer le monde, d'aller là où il veut, d'aller venir. Et ça, c'est quelque chose que historiquement, on a fait en étant sur nos jambes, en fait. C'est quelque chose qui nous distingue de manière très forte ethnologiquement du reste du monde animal. C'est cette capacité à bouger de manière bipède et de manière exclusivement bipède. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont privés de cette capacité, que ce soit parce qu'ils ont eu un accident ou parce qu'ils ont un problème de naissance ou pour tout un tas d'autres raisons. C'est tout ce qu'on appelle les personnes à mobilité réduite. Et Wondercraft, notre objectif, c'est de redonner à ces personnes leur capacité à déambuler, à aller dans le monde, à aller parcourir le monde et à le découvrir. Et alors, quel développement et quel outil? Un exosquelette, j'imagine? C'est ça. Donc, la solution qu'on a trouvée pour ça, c'est un exosquelette. Donc, c'est un robot qui vient réaliser pour vous les mouvements que vous feriez si vous étiez debout tout seul. Donc, c'est un concentré de technologie quasiment du niveau de ce qu'il y a dans une fusée ou une voiture autonome. En fait, il y a de l'électronique, il y a des algos, il y a de l'informatique. Enfin, il y a vraiment tout ça dans un concentré et qui est quelque chose de très concret. Et c'est ça le craft en fait de Wondercraft. C'est le fait qu'on n'est pas quelque chose d'éthéré et d'impalpable en fait. On est un objet qu'on sent autour de soi qui nous rassure. Et c'est vraiment inscrit très profond dans notre culture chez nous à Wondercraft, parce qu'en fait, c'est à tel point qu'on fait venir des personnes chez nous pour marcher avec l'exosquelette et qu'on soit là et que toute l'équipe, tous les ingés, toutes les personnes de l'équipe médicale voient concrètement le sens de ce qu'ils font. Fanny, Prima, c'est l'IA au service de la détection plus rapide des cancers, c'est ça? Quelle est l'histoire un peu de la société? Exactement. Alors, il y a un grand problème dans le monde aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de diagnostics de cancer. On est en plein dedans avec Octobre Rose. Et en même temps, le nombre de médecins qui détectent ces cancers, notamment dans une spécialité médicale qui s'appelle l'anatomopathologie, reste stagnant, voire même décroît. Et donc aujourd'hui, on a de plus en plus de diagnostics qui se font en retard. Et donc du coup, ça veut dire des chances de survie en moins pour les patients. Et nous, ce qu'on fait chez Prima, c'est qu'on met l'intelligence artificielle au service de ces médecins anapathes pour améliorer le diagnostic de cancer. Donc on a chez nous à la fois des chercheurs en intelligence artificielle et à la fois des médecins anatomopathologistes. Et voilà, on développe des solutions, on le met au service des médecins pour qu'ils puissent les utiliser, développer de façon plus précoce les cancers et donc améliorer les chances de survie des patients. Donc comment concrètement, quel est l'outil que vous développez? Comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne comme un logiciel qu'on a entraîné, donc c'est de l'intelligence artificielle, donc du deep learning. On a pris énormément d'images de cancer et spécifiquement de cancer du sein. Et les algorithmes ont appris petit à petit à mieux reconnaître et mieux caractériser les cancers du sein. Et aujourd'hui, en plus de ça, on est en train de travailler sur des projets innovants. Donc on est en train de chercher des nouveaux biomarqueurs qui n'avaient jamais été explorés jusqu'à maintenant pour diagnostiquer de façon encore plus précoce et encore plus précise les cancers. Donc on est complètement dans l'innovation, dans la recherche. Ce que dit, ça vous inspire quoi, ce que dit Fanny, Mathieu? Ça m'inspire quelque chose sur la transformation de la santé, qui est un mouvement de fond très 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 puissant, qui je pense a commencé avec le diabète, où en fait historiquement il y a beaucoup de maladies qui étaient mortelles, où on n'était pas capable de faire quoi que ce soit et les personnes mouraient. Et de plus en plus, et je pense que ça a commencé avec le diabète, on a été capable de trouver des traitements
qui, si on les faisait suffisamment tôt, et c'est là où la précocité est super importante, on était capable de les mettre sous contrôle et d'allonger l'espérance de vie jusqu'à parfois avoir une vie presque normale, au moins en termes d'espérance de vie. Et là où ça ouvre des challenges super importants, c'est que du coup, l'enjeu, c'est de moins en moins la survie et de plus en plus la qualité de vie en fait. On est de moins en moins dans guérir et de plus en plus dans bien vivre. Et c'est aussi ça l'enjeu je pense, dans toute l'oncologie, les cancers, mais dans le diabète, dans toute la sclérose, enfin tout le champ de la sclérose en plaques, dans énormément de domaines. L'enjeu, ça va être de plus en plus de détecter tôt, de traiter et d'avoir une bonne qualité de vie pour que ce soit pas simplement survivre, mais que ce soit vivre. Surtout dans une société où la population vieillit aussi, vit de plus en plus longtemps. Mathieu, Atalante, donc c'est le nom de l'exosquelette. En est où aujourd'hui le travail concrètement, vous en êtes où de ce projet? Alors c'est super excitant en ce moment parce que donc on a sorti effectivement une première version de l'exosquelette qui est à destination des professionnels de santé pour rééduquer les personnes qui en ont besoin. Typiquement, vous avez eu un AVC, vous avez eu une blessure médulaire qui est incomplète, vous pouvez récupérer de la mobilité et pour ça, il faut vous remettre debout le plus tôt possible, encore la précocité, il faut vous faire marcher, il faut que ce soit intense. Et Atalante aujourd'hui, c'est en centre de rééducation et ça permet de faire ça. Et la très très bonne nouvelle, c'est que le système de santé a intégré ça dans la routine et maintenant n'importe quel centre de rééducation peut se doter d'outils comme Atalante parce qu'ils ont le financement pour ça du point de vue du système de santé. En parallèle de ça, on est en train de développer une version personnelle pour passer des centres de rééducation au domicile des gens, pour qu'ils puissent l'utiliser non plus seulement pendant la phase de rééducation après leur accident, mais tous les jours, au quotidien, pour être chez eux, pour aller chez leurs proches, pour aller au travail. J'entendais quelque chose d'assez incroyable quand je discute avec nos utilisateurs. Un d'eux me disait que ça fait 10 ans qu'il n'est pas allé chez son père. Et moi, je vais chez mes parents dès que je peux. Alors, peut-être pas aussi souvent qu'ils aimeraient, mais si j'avais passé 10 ans sans aller chez eux, sans revoir la chambre où j'étais quand j'étais enfant, ce serait quand même une vraie déchirure. Et en fait, ça représente bien le fait qu'on peut adapter son domicile. Quand vous avez un accident, vous pouvez adapter votre domicile, mais vous ne pouvez pas adapter le monde entier. Et c'est ça notre philosophie à Wondercraft, c'est plutôt que d'adapter le monde entier, plutôt que de révolutionner le monde, on le remet sur ses pieds. On redonne la capacité à tout le monde d'évoluer dans le monde tel qu'il est. Et comment on pourrait vous rendre ça possible? C'est combien de temps de travail pour qu'un exosquelette, quelqu'un puisse être... Alors, est-ce qu'on peut d'ailleurs juste préciser ce qu'est un exosquelette, peut-être rapidement? Ouais, donc un exosquelette, c'est un robot qui épouse la forme du corps avec un certain nombre de systèmes d'attaches, typiquement comme des attaches de ski, donc au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau du buste. Et en fait, c'est une armature motorisée, donc il y a des moteurs qui viennent bouger les différents segments de l'exosquelette, de la même manière que vous avez des articulations et des muscles. Nous, on a des moteurs et des chaînes d'actionnement. Et ça fait bouger l'exosquelette. Comme vous êtes solidaire de l'exosquelette, vous bougez en même temps. Et ce qui est très important dans l'exosquelette, c'est la carte embarquée avec toute l'intelligence qui dit je comprends que la personne, elle essaye d'avancer, elle essaye de descendre les marches, elle essaye de monter dans sa voiture. Voilà l'ensemble des mouvements qu'il faut faire au niveau articulaire pour réaliser l'intention de l'utilisateur. Donc combien de temps c'est? Déjà c'est du temps, mais c'est surtout de la résilience, hein. Je pense que ça, on est d'accord avec ça. Nous on s'est créé en 2012. Ça fait 9 ans qu'on travaille sur le projet. On a mis 5 ans à faire passer notre premier patient dans l'exo, ce qui était une milestone énorme parce que quand on a vu pour la première fois une personne qui n'avait pas été debout depuis plus d'une dizaine d'années, qui s'est remis debout devant ses proches, le niveau d'émotion qu'il y avait pour la personne, mais aussi pour toute l'équipe qui avait bossé vraiment très très dur pour ça, ça a été un moment énorme. Depuis, on ne s'est plus arrêté. En fait, je pense qu'on double ou on triple le nombre de patients qui bénéficient de l'exo tous les ans. Aujourd'hui, on est en routine clinique dans des centres, à tel point qu'il y a certains centres, quand on leur dit on voudrait quantifier les bénéfices de l'exo, faites faire de l'exo à certains patients et n'en faites pas faire à d'autres, ils nous disent c'est pas éthique, pour nous l'exo c'est pour tous les patients. Donc énormément de progrès, mais il ne faut pas oublier effectivement que c'est des hauts très hauts, des bas parfois très bas. Et l'important, c'est de ne pas lâcher la patate. J'imagine que ça fait écho à tout le travail qui est réalisé chez Prima, Fanny, et surtout au temps nécessaire. Le temps, effectivement, pour développer des logiciels, des solutions. C'est votre quotidien aussi? Ouais, alors nous, ça fait 4 ans qu'on travaille sur notre logiciel Cléo, donc de détection du cancer du sein. Aujourd'hui, on a franchi plein d'étapes, donc c'est aussi incroyable un peu chez nous ce qui se passe en ce moment. Notre outil vient d'être marqué CE, ça c'est la première grande nouvelle. Et la deuxième grande nouvelle, c'est qu'on a réussi à le commercialiser.
Ça y est, donc il est vendu dans un premier hôpital. Ouais, on est super contents. Okay. Et voilà, les autres actualités, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de chercher des fonds. Donc, on travaille aujourd'hui sur le cancer du sein et maintenant, on veut développer 3 autres indications cliniques. Tous les cancers gastrites, toute la peau, la dermatologie et tous les cancers relatifs à l'urologie. Voilà, donc on est en train de chercher des fonds pour développer toutes ces autres indications et maintenant couvrir un spectre plus large voilà, de cancers. Et en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des projets de recherche complètement innovants. Là, on travaille un petit peu sur la médecine reproductive. On essayait de reproduire l'œil du pathologiste. Et maintenant, on va essayer de trouver des nouveaux biomarqueurs que l'œil humain n'arrive pas à détecter, mais que l'intelligence artificielle arrive à voir pour réussir justement à diagnostiquer de façon plus précoce, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi plus précise pour mieux derrière pouvoir attribuer les bons traitements aux patients, voilà, pour mieux les soigner derrière. Donc voilà, plein de challenges super excitants là. Et justement, ça donne beaucoup d'espoir dans le domaine de la médecine et j'imagine que ce champ d'espoir est immense quand on voit ce qu'est capable aujourd'hui l'ingénierie, l'IA, la tech, enfin. J'imagine que le champ est très large et vous l'avez abordé, je ne sais pas à qui je pose la question, à tous les deux, mais Fanny. Non, il y a tout un momentum aujourd'hui, donc on en est 2 exemples aujourd'hui, mais il y a d'autres boîtes de la French Tech aussi en matière de médecine qui sont vraiment exceptionnelles. Il y en a qui ont ouvert la voie depuis un moment, je pense à Cardiologues, voilà, ça fait quelques années qui travaillent aussi et qui ont démontré petit à petit, qui ont ouvert les portes une par une, la récolte de data, les travaux, les études cliniques, etc. Donc on commence maintenant à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et puis aujourd'hui, on bénéficie de tout ce qui s'est fait en amont. Et puis on traîne derrière nous aussi beaucoup de boîtes. Voilà. On parle de temps, de cycle long, on parle d'ouvrir des portes une par une. Comment on finance vos projets sur le long terme? Non, je ne sais pas si vous connaissez Moderna. Je pense que tout le monde connaît. Vaccin, ARN messager, plusieurs milliards de personnes impactées. Moderna, ils ont dépensé des centaines de millions de dollars pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2018, ils dépensaient 500 millions de dollars en R&D. Et ils faisaient quasiment aucun revenu parce que la tech, parfois, et en particulier à la deep tech, et en particulier la deep tech en santé, c'est quelque chose qui est effectivement time consuming et capital intensive. C'est-à-dire que vous avez besoin de temps et vous avez besoin de capitaux. Et du coup, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre ce que vous faites et d'être capable de matérialiser des milestones successives. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train d'avancer sur la bonne voie? Est-ce que votre objectif final, il vaut le coup? Est-ce que vous traitez un problème suffisamment important pour que ça vaille le coup de faire tous ces investissements et de mobiliser toute cette énergie? Et est-ce que vous vous rapprochez de cet objectif petit à petit? Parce que, comme on disait, si vous restez suffisamment longtemps et que vous progressez, vous allez finir par y arriver. Et donc, je pense que c'est ça le plus important, c'est de réussir à matérialiser des étapes successives qui vous rapprochent de votre objectif final et d'avoir un objectif qui crée de l'engagement et qui crée du sens auprès de tout le monde. Fanny, même question. Non, c'est vrai que, comme l'a dit Mathieu, on n'est pas des boîtes qu'on appelle bootstrap. On n'arrive pas à s'autofinancer, on a besoin d'énormément de capitaux. Voilà, donc une série de seed, une série A, etc. Donc voilà, pour ça, moi j'ai la chance, je pense que toi aussi, on a la chance d'être accompagné par la BPI. Moi de mon côté, j'ai aussi des fonds et surtout des business angels aussi qui ont cru au projet et voilà, qui aujourd'hui sont contents de nous voir nous développer. Et voilà. Et juste si je peux dire quelque chose, c'est vrai qu'on voit que BPI aujourd'hui fait énormément de travail sur le sujet pour comprendre ce que c'est la deep tech, qu'est-ce qui vaut le coup de poursuivre et ce sur quoi il faut faire une croix aussi. Et ça fait plaisir de voir tout ce soutien à l'écosystème. Et voilà, je pense que ça se passe très bien aujourd'hui. Et la séquence s'appelle mettre le feu aux poudres. Est-ce que vous avez le sentiment tous les deux de mettre un peu le feu aux poudres? Mathieu, Fanny? Ouais, quand on fait une démo sur scène avec 0 filet de sécurité pour la première fois hier à l'event Deep Tech, pardon. Ouais, on a un peu l'impression de mettre le feu aux poudres parce que on prend des risques. C'est des risques maîtrisés, mais c'est des risques qui sont importants de prendre parce que quand vous êtes un entrepreneur, c'est vraiment ça l'important, c'est de caler le niveau de risque en fonction de votre projet. Et oui, ça change des choses en fait. Ça change la manière de faire de la médecine, ça change les traitements qui sont donnés aux patients, ça change le pronostic. Et quand on voit les enjeux derrière, ouais, c'est important en fait. Ouais, nous on est super fiers dans la boîte aujourd'hui de révolutionner la façon dont on va diagnostiquer les cancers de demain. On va plus le faire de la même façon. On a des outils incroyables que sont l'intelligence artificielle qui vont nous permettre de voir des choses qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant.
Et ça va complètement bouleverser la vie des patients, les traitements et tout. Donc, on est vraiment hyper fiers de ça et voilà, on est content de mettre le feu aux poudres avec ça en fait. Merci beaucoup à tous les deux, Mathieu Wandercraft et Fanny Prima, d'être venus. Vous pouvez les applaudir, Mathieu et Fanny. Merci beaucoup.